Affaire suivante, c'est un rendez-vous hebdomadaire sur BFM TV le dimanche à 13 h. C'est-à-dire que à un moment un peu inattendu, parce que le dimanche à 13 h, c'est pas forcément un moment où on va regarder la télévision. Et le pari, c'était d'installer cette émission qui traite des grandes affaires criminelles, judiciaires, policières de la semaine. Et en fait, chaque semaine, on s'est aperçu que chaque semaine, on avait tout un tas d'histoires à raconter. Il n'y a jamais de creux. On peut revenir aussi sur des histoires qui ont feuilletonné cette année plusieurs fois. Je pense par exemple à l'affaire Pilarski, cette jeune femme qui se promène avec son chien, son pitbull, dans la forêt près de Senlis et qu'on va retrouver morte avec des morsures de chien. Donc cette affaire a feuilletonné. Il y a d'autres affaires qui ont feuilletonné, les violences policières, le dossier Traoré. Et l'idée, c'était d'installer un rendez-vous qui traite chaque semaine des grandes affaires criminelles, judiciaires de la semaine. On fait des podcasts, alors c'est une idée d'Hervé Bérou. Alors Hervé, c'est lui qui m'a fait venir à BFM, ancien d'RTL, qui est aujourd'hui tout en haut du bâtiment. Et donc l'idée c'est d'aller rencontrer, de raconter une histoire mais autrement, c'est-à-dire d'aller rencontrer les acteurs de l'histoire chez eux. Donc, premier podcast qui est sorti il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'est l'affaire Daval. Ça s'appelle L'instant où. Et c'est l'instant où les parents d'Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, dans le cabinet du juge d'instruction, vont convaincre Jonathan Daval. La maman d'Alexia lui montre la photo d'Alexia avec son chat. Il lui dit: Jonathan, c'était ta femme, c'était ma fille. Regarde sa photo, dis-nous la vérité. Et Jonathan Daval tombe aux genoux de sa belle-mère, dans le cabinet du juge, et lui dit: c'est moi, j'ai tué Alexia. Ça, c'est le premier podcast. Le deuxième, on est allé voir Marie-Ange Laroche, affaire Grégory, qui nous raconte l'instant où elle arrive chez elle avec son mari, son petit garçon de 4 ans. Elle est enceinte. Elle vient de dire à son mari dans la voiture: je suis enceinte. Elle entend des bruits de pas derrière elle. Elle se retourne. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, arrive avec un fusil de chasse. Et il tire sur Bernard Laroche, il le tue sous les yeux de sa femme. L'instant où Jean-Marie Villemain tue Bernard Laroche. Et à chaque fois raconté par la personne qui a vécu ça. Troisième podcast, une affaire dont plus personne ne se souvient, Amida Djandoubi, c'est le dernier condamné à mort en France, guillotiné en 1977 à la prison des Baumettes. On a retrouvé Ouria, qui était une gamine de 15 ans, qui a été enlevée sur la Canebière à Marseille, par Amida Djandoubi, enlevée, séquestrée, torturée, violée pendant 3 semaines. Personne n'a fait attention à son absence parce que ses parents l'avaient abandonnée, elle était dans des foyers, il venait de fuguer d'un foyer. Personne n'a fait attention à son absence et pendant 3 semaines, Amida Djandoubi en a fait son objet. Elle a réussi à s'enfuir, elle est allée dans un commissariat. Elle a raconté au commissaire que Amida Djandoubi l'a séquestrée, ce qu'il lui avait fait, qu'il lui avait dit qu'il avait tué une femme dont il avait enterré le corps près d'un cabanon à Aix-en-Provence. Là, le commissaire a tilté parce qu'effectivement, il y avait ce corps d'une femme tuée près d'un cabanon à Aix, il n'y avait pas d'auteur. Donc ils ont débarqué chez lui, ils l'ont arrêté. Il forçait 2 autres jeunes filles de 16 ans à se prostituer. 2 ans plus tard, il était guillotiné aux Baumettes. Ouria nous a raconté cette histoire, elle ne l'avait jamais racontée à personne. Elle s'est mariée plus tard, elle a eu 2 enfants, elle ne leur a jamais rien dit de ce qui lui était arrivé. Son mari l'a quittée. Ses enfants ont quitté la maison et elle a suivi une psychanalyse et son psychiatre lui a dit un jour: peut-être ce serait bien de le raconter un jour, d'écrire un livre. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à nous. Ah, c'est une question difficile pour moi parce qu'Eric, c'est un ami, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je l'ai connu jeune avocat à Lille et plus de 30 ans même. Et moi j'étais un jeune journaliste, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer, je l'ai vu devenir le grand avocat qu'il est devenu. Est-ce que c'est une bonne chose de le nommer au ministère? Pour les autres, oui. Pour le président de la République et pour le gouvernement, oui, c'est une bonne chose parce que c'est une belle prise. Réussir à faire d'Éric Dupond-Moretti grande gueule, grand avocat, incontrôlable parfois, réussir de faire de lui un ministre de la Justice, c'était pas gagné. C'est une bonne chose pour eux, forcément, parce que ça fait parler. Et puis pendant qu'on parle de cette affaire, on oublie un peu le reste. Pendant qu'on parle de la nomination d'Éric Dupond-Moretti, on oublie un peu le reste. La question c'est: est-ce que c'est une bonne chose pour lui? Et là, j'ai pas la réponse. J'espère qu'il ne va pas s'anéantir ou s'oublier en devenant ministre de la Justice.
Alors, je pense que le moteur pour Éric Dupond-Moretti, c'est pas l'argent. Il en a beaucoup. Il y a des chiffres qui ont été posés sur la table au moment où les Balkany ne l'ont pas pris avec eux en appel. C'est Isabelle Balkany qui avait dit il nous a demandé 200 000 euros pour la première instance et il nous demande 150 000 pour la deuxième instance. C'est elle qui l'avait dit. Donc je ne viole aucun secret. Je ne pense pas que ce soit l'argent. Éric Dupond-Moretti, il a gagné de l'argent. Il a démarré tout en bas. Bon, l'histoire, tout le monde la connaît. Son père meurt, il a 4 ans. Sa femme est femme de ménage. Il est fils unique, c'est elle qui va l'élever. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Il a bien gagné sa vie. Il a énormément travaillé. Moi, j'ai le souvenir d'un Dupond-Moretti dans sa voiture qui sillonnait la France entière parce qu'il détestait prendre l'avion, à qui je disais Riquet, parce que je l'appelle Riquet, tu vas encore passer la nuit dans ta voiture, fais attention, un jour tu vas t'endormir et partir dans le décor. L'argent, c'est pas son moteur, il en a suffisamment. Bien sûr, il gagnera moins en étant ministre financièrement, mais il va gagner tellement plus pour ce qui concerne son image. Il est arrivé tout en haut, ministre de la Justice. Pour un avocat, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Kiechmann, il y a eu Badinter, il y a eu Pascal Clément qui était garde des Sceaux. C'est la 4e fois qu'un avocat est garde des Sceaux. Il y a eu aussi une magistrate, Rachida Dati, mais c'est un magnifique parcours. Et l'argent n'a rien à voir là-dedans.